Eh ben, merci à toutes et à tous d'être présents. Bienvenue. Quelques petites questions juste avant de commencer. Qui a déjà codé en Java ou en Kotlin? Ok. Qui a déjà codé, plus ésotérique, en C ou en C++? Ok. Qui a déjà codé en Rust? Ok. Qui a déjà eu des cours de à quoi ça ressemble un compilateur ou a une idée d'à quoi ça ressemble? Ok. Cool. Alors, un compilateur, ça fait quoi? Bah, ça prend des fichiers sources en entrée, et puis ça fait un exécutable en sortie. Voilà, merci, salut. Merci. Bon, si on creuse un peu plus, on s'aperçoit rapidement qu'il y a un certain nombre de problématiques sous-jacentes qu'il va falloir traiter quand même. On va parler de validation de syntaxe. Donc, est-ce qu'on utilise correctement les mots-clés réservés, le typage des valeurs, histoire de dire qu'on n'est pas en train d'essayer de mettre 42 dans une chaîne de caractères, des conversions implicites entre types, des liens entre des parties du programme. Si vous déclarez ou que vous utilisez des fonctions, il faut bien que quelque part, il faut qu'on réconcilie tout ce petit monde pour avoir quelque chose de cohérent. Quand on parle de Rust, on va parler assez rapidement aussi d'implémentation des traits, les trouver. On va parler aussi de visibilité des structures et des fonctions et des membres dans ces structures. Et puis, il y a des questions aussi de gestion de la mémoire. Où est-ce qu'on va aller réserver de la mémoire? Sur le tas, sur la pile? Quelle quantité? Quand est-ce qu'il faut libérer? Faire en sorte que les adresses soient alignées? Enfin bref, plein de trucs. On va parler aussi, parce qu'on a du Rust, de vérification des emprunts. Le fameux borrow checker, qui nous fait parfois rager. Donc, qui est propriétaire d'une donnée? Quand il y a des emprunts, est-ce qu'il y en a qui survivent après la libération, etc., etc. Production de messages d'erreur, parce que ça, c'est quelque chose que le compilateur Rust fait très très bien, vous produire des messages d'erreur. Que ce soit vous dire à quelle ligne exactement, qu'est-ce qui a posé problème, que le message soit spécifique. C'est-à-dire que si vous dit que, en fait, tu as essayé d'utiliser un truc qui n'existe pas, que ce soit vraiment ça le problème. Et puis, potentiellement, des suggestions de correction pour les problèmes les plus courants. Et puis, moi, quand je demande au compilateur de me compiler mon programme, j'aimerais bien que le programme qui en sort soit fidèle par rapport à ce que j'ai écrit. Je peux avoir fait des erreurs de logique dans mon programme, mais au moins, j'espère que le programme fait ce qu'il a écrit en termes de code. Encore un point, assemblage avec des bibliothèques tierces. On va éviter de réinventer la roue en permanence, donc il faut à un moment donné assembler tout ce petit monde et pour avoir quelque chose de cohérent. Et puis last but not least, optimisation du code produit, parce que c'est mieux quand ça va plus vite. Pour nous accompagner dans notre petite plongée, je nous propose de jeter un œil dans un premier temps à un petit programme écrit en Rust qui normalement devrait pas être trop trivial. Alors, ce programme, je vais commencer par l'exécuter en utilisant cargo. Et en fait, c'est un petit programme où si je lui donne un chiffre, il me donne une astuce en lien avec le numérique responsable. Si je lui en donne 4, si je lui donne le 1 et le 4, il me donne l'astuce numéro 1 et la numéro 4. Si je lui donne un numéro d'astuce qu'il ne connaît pas, il me jette une erreur. Si j'essaye de lui dire « donne-moi l'astuce numéro A », il va me dire non. Et si je lui donne juste pas de numéro d'astuce, il me donne tout ce qu'il a en stock. Bon, ça c'est ce que fait le programme. Comment il le fait? Alors, pas grand-chose en fait à voir sous le capot. On a une petite fonction main qui va parser les arguments qu'on a en ligne de commande, ça se passe par en dessous là-bas. Et puis si ça se passe bien, on a un résultat de type OK, avec dedans les indices de tableau donc de ma liste de tips à aller chercher pour essayer de les imprimer. Et si ça se passe mal, parce que typiquement on a une erreur, on a essayé de mettre A à la place de 4 par exemple, on a une erreur qui est affichée, paramètre invalide. Je ne vais pas vous montrer la machinerie tips parce que c'est pas intéressant pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste comme je vous ai dit, il y a un tableau avec bêtement mes astuces. Alors, donc ça, c'est le petit programme qui va nous servir pour la suite. Alors, le compilateur, il va bosser en un certain nombre de couches successives. La suivante étant chaque fois un peu moins proche du code source d'origine et un peu plus proche du binaire final.
Ce qu'on va voir ensemble, c'est une simplification de la réalité. Je vais passer sous silence un certain nombre de détails qui sont soit gore, soit que je ne connais pas. Et je vais faire des approximations pour essayer de conserver un tout qui soit digeste, mais suffisamment correct pour se faire une idée de la réalité. On est prêt ? Merci, j'aime quand il y a une interaction. Alors, travailler directement à partir du code source, c'est vraiment pas commode pour un compilateur, et en plus, c'est source d'erreurs. Donc le compilateur, il va commencer par procéder en plusieurs étapes avec un découpage de notre code source au travers d'un analyseur lexical qui va fabriquer un flux de symboles. Et puis, en sortie de ça, on va avoir potentiellement des erreurs si jamais il y a des caractères qu'on a utilisés qui n'étaient pas valides. Typiquement, on essayait d'utiliser des choses qui n'étaient pas valides d'un point de vue Unicode. Associé à ces différents jetons, donc notre programme imaginé découpé, les mots-clés, les noms des fonctions, les parenthèses, etc. Chacun de ces éléments est un symbole. Il va y ajouter aussi le compilateur un span. Ça veut dire en fait c'est l'endroit dans le code source où il a été trouvé. Le nom du fichier, le numéro de la ligne, le numéro du caractère. Et donc on a un flux comme ça de symboles qui sont produits au fur et à mesure que l'analyseur lexical fait son boulot. Une fois que ça c'est fait, ce flux de symboles, il passe au travers d'un analyseur syntaxique, qui lui va construire un AST, un Abstract Syntax Tree, un arbre syntaxique abstrait, qui va avoir pour but de créer une représentation en mémoire de notre code source sous une forme arborescente. Vous avez une forme arborescente dans votre code, puisque chaque fois que vous ouvrez une parenthèse, en fait, il y a des sous-éléments. Chaque fois que vous ouvrez une accolade, il y a des sous-éléments. Et puis, il y a ne serait-ce que aussi votre fichier qui va être composé donc à la racine de rien du tout, et puis qui va avoir des sous-éléments avec vos déclarations de structure, vos déclarations de fonction, etc. Cet analyseur syntaxique, il va relever des utilisations à tort de mots-clés réservés, des problèmes de forme du code, typiquement des parenthèses pas fermées, ce genre de choses. Et puis, une fois qu'il a fait ça, en fait, il a fabriqué en mémoire une représentation de votre code. Il n'a encore rien transformé. Il va passer par une première étape de transformation qui est l'expansion des macros. En Rust, il y a des macros. Donc, c'est des choses qui permettent de faire de la métaprogrammation, c'est-à-dire fabriquer du code à partir d'autres bouts de code. Il y en a de deux types. C'est pas le sujet de la présentation, mais il faut juste savoir que, en fait, vu qu'in fine, ces macros vont produire du code source, le but de cet expanseur de macros, c'est d'obtenir un AST qui va être étendu avec toutes les macros qui ont été résolues, récursivement, puisque des macros peuvent faire appel à d'autres macros, pour obtenir vraiment un AST complet. J'ai vu pas mal de mains levées en parlant de C. Il y a des macros aussi en C. Mais ce n'est pas les mêmes. Il y a un problème de ce qu'on appelle d'hygiène dans cette macro. Est-ce que vous saurez la trouver? Alors, elle est un peu piégeuse. En fait, le problème dans cette macro, c'est que on oublie que le préprocesseur de C, il ne connaît pas le langage C. C'est juste un truc qui fait du remplacement de texte. On pourrait l'utiliser pour faire n'importe quoi d'autre. Ça a déjà été fait. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la réalité, c'est que cette macro, elle va nous produire ce petit bout de code-là. Et on va finir par appeler foo, la fonction foo, avec la valeur 0 et 0, alors qu'à premier coup d'œil, on aurait pu croire que ça allait être foo 22, 0. Parce que dans la macro, il y a une définition de Y. La façon dont sont faites les macros en Rust font que ça, c'est juste pas possible. Bref, c'était le petit aparté. Une fois qu'on a notre AST étendu, revenons à Rust, on va le passer au travers de la résolution de nom. On en a fait un tout petit peu, histoire d'aller trouver dans quel fichier étaient définies les différentes macros. Mais il va falloir faire toutes les résolutions d'import. Donc s'assurer que, en fait, quand j'essaie d'utiliser une fonction, je l'ai bien importée, qu'elle est bien publique, etc. On va essayer aussi de relier les choses à leur nom. C'est-à-dire que quand j'utilise une fonction qui s'appelle parseArgs, par exemple, que en fait le compilateur va repérer l'endroit où est définie cette fonction, va lui attribuer un ID et va pouvoir ensuite y faire référence en disant en fait là j'appelle la fonction parseArgs qui a tel ID. Donc on garde une trace du périmètre de visibilité puisqu'il y a une notion vraiment de visibilité imbriquée
pas comme en Go. Et il y a un certain nombre de types d'erreurs qui sont relevés, donc des imports manquants, des typos dans le nom de fonction, etc. Alors, cet AST, est-ce qu'on peut le voir? Oui. Et ça, c'est cool. Il faut juste utiliser une toolchain nightly. Tac. Et je vais vous le montrer, en fait. Alors, il y a beaucoup de lignes, un peu moins de 6000, pour un petit programme qui fait juste un filtrage dans une liste. Hein. La tronche que ça a, donc on a toute une imbrication avec à la racine, imaginez juste la source de notre programme. Et là, on a un item que j'ai pris pas du tout au pif, parce qu'il correspond en fait au span qui est à source main. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai à gauche. Ligne 1, caractère 1. C'est notre use stud.env qu'on a ici. Je vais mettre avec ça, vous verrez mieux. Et dedans, on trouve en fait une structure arborescente où on va retrouver la partie stud de notre use et la partie env de notre use. Et puis, on a la même chose un petit peu en dessous pour la deuxième ligne avec un import qui est un peu plus complexe puisqu'on apporte deux choses en même temps. Et donc, on a un arbre. Voilà, on va avoir cette notion de nested, où on va retrouver en fait les segments qui correspondent à la fois au non-zero usize et au parsing error. Bon. Donc imaginez ça sur l'intégralité de notre programme. Pour reprendre et pour résumer, on a notre code source qui passe au travers de l'analyseur lexical, qui va produire un flux de symboles, passer au travers de l'analyseur syntaxique, qui va produire une première version de notre abstract syntax tree, qui va ensuite passer au travers de l'expanseur de macro pour avoir un AST qui est expansé, qui est complet, et on va faire la résolution non pour vérifier qu'on a un AST qui est complet et qui est résolu. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est la réduction en here, pour high level internal representation, donc représentation interne de haut niveau. Je vous l'ai dit, utiliser le code source pour compiler, c'est pas pratique. Donc ce que va faire le compilateur, là, c'est qu'il va prendre notre AST et puis il va commencer à faire des simplifications. Par exemple, tout ce qui est notion de parenthèse, ça va dégager, puisqu'en fait, comme notre arbre il est ordonné, l'ordre des choses est déjà déterminé par la position des parenthèses. Donc on peut les enlever. Toutes les boucles, for, while, etc., sont toutes simplifiées et remplacées par un loop. Les iflets, ça devient des matchs, et toutes les fonctions asynchrones, sont en fait désucrés en fonction synchrone qui renvoie un futur. Donc en fait, tout ce qui est sucre syntaxique, qu'on entend souvent comme terme, c'est à cet endroit-là que ça dégage. Une fois qu'on a fait un petit peu de ménage et qu'on y voit plus clair, enfin, que le compilateur a fait un peu de ménage et qu'il y voit plus clair, il va pouvoir faire de la détection de type. Donc ça se base sur un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Hindley-Milner, avec un certain nombre d'ajouts pour gérer le sous-typage, l'inférence de durée de vie et les types de types, donc les types de plus haut niveau. Donc les listes de quelque chose, enfin les vec de quelque chose, c'est les types de plus haut niveau. Donc par exemple, c'est ce qui fait que avec le bout de code de gauche, let me things vec, sans dire vec de quoi, et en voyant que en fait j'ai essayé de pousser dedans une ref de stir, le compilateur en déduit que mon vec, c'est un vec de ref de stir. À ce moment-là, le compilateur va pouvoir nous remonter toutes les informations insuffisantes pour inférer. Typiquement, si j'avais pas mis le things.push, il m'aurait dit t'es gentil, tu veux un vec, mais un vec de quoi? Ou des contraintes incompatibles. Par exemple, si j'essaye de pousser une ref de stir et qu'ensuite j'essaye de pousser un entier. Des durées de vie manquantes là où elles sont nécessaires, etc. Donc là, on obtient une espèce de table qui va permettre d'avoir une idée de telle chose à tel type. Et tout est résolu. Deuxième point, c'est la résolution des traits. Donc pour rappel, le trait en Rust, c'est grosso modo l'équivalent d'une interface en Java. Il va falloir faire le lien entre les traits qui sont utilisés et les implémentations qui existent. Par exemple, si j'ai une fonction cloneSlice, qui a un type paramétrique de t, qui doit étendre clone, et qu'un peu plus loin dans mon code, j'essaye d'appeler cette fonction cloneSlice en lui passant un vec d'entier eSize, quelque part, il doit y avoir une implémentation de clone pour eSize.
Ça peut être une implémentation générique, les blanket implementation, mais elle doit exister. C'est exactement ce que fait cette zone-là. Elle prend tous les types, tous les traits qui sont utilisés et fait le tour pour essayer de trouver où est-ce qu'il y a une implémentation qui correspond. Vous l'avez deviné, à cette étape-là, s'il y a un trait qui n'est pas implémenté, on a une erreur de compilation. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la validation. Il y a en Rust un certain nombre de traits qui ont un comportement un peu particulier, typiquement le trait deref, qui permet de dire « je te passe quelque chose » qui peut être traduit automatiquement en le déréférençant comme étant autre chose. Il va valider aussi la variance des paramètres, donc qu'on n'essaye pas de mettre des chaises dans une liste d'animaux, mais que des chiens et des chats, ça peut. Et il va remonter toutes les erreurs de type incompatible, une stir versus un int, etc. Étape d'après, une autre validation, celle d'exhaustivité. Il y a du pattern matching en Rust, ce qui veut dire que quand j'ai un result, en l'occurrence là le résultat de ma fonction parseArgs, soit c'est un cas OK, soit c'est un cas ERR. Il y a ces deux cas-là, pas plus. La validation d'exhaustivité va s'assurer qu'on a bien pris en compte l'intégralité des cas possibles. Sinon, on se prend une erreur, ou qu'on a un cas, un underscore, pour dire que j'ai un cas default. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a une here qui est traitée, qui est un peu complète, et on peut se poser la question de à quoi elle ressemble. Et comme tout à l'heure, c'est tout à fait possible, mais vous allez voir qu'en fait, ça reste une structure arborescente. On va juste y retrouver un certain nombre de choses en plus, les ID des choses qu'on a envisagées tout à l'heure. Si j'allais chercher la boucle de filtrage qu'on a pour skipper les arguments au fur et à mesure, là, le skip, on verrait qu'en fait, au final, il y a une boucle qui est transformée en loop et qu'on utilise en sautant la première étape. Je ne vais pas le montrer davantage parce qu'en fait, c'est pas beaucoup plus intéressant à regarder que l'AST. Alors, si on résume, on a un AST qui est résolu. On le passe dans le réducteur d'AST pour obtenir une High Level Internal Representation qu'on va passer au travers de plusieurs moulinettes pour résoudre les traits, détecter les types, et une fois qu'on a les types qui sont détectés, on va pouvoir valider les types et valider l'exhaustivité. Bon, s'il y a une représentation interne de haut niveau, c'est qu'il y a une représentation interne de niveau moyen. Alors, pourquoi s'embêter à créer une représentation supplémentaire? Il y a un certain nombre d'opérations qui sont casse-pieds à réaliser sur la here. Et en fait, une des raisons pour laquelle la mir a été créée, c'est justement pour faciliter la réimplémentation d'un de ces éléments qu'on va voir tout à l'heure. La mir, vous avez vu que j'ai utilisé un symbole qui est vraiment différent du trapèze de tout à l'heure et du triangle. Parce qu'en fait, c'est une structure qui est complètement différente. C'est un graphe de contrôle de flux. Il est représenté en utilisant une sous-partie très restreinte de Rust, et tous les aspects de généricité, donc nos listes de T, etc., sont conservés, avec de T. Tout ce qui est closure, donc les lambdas en Java, en Kotlin, etc., sont désucrés pour utiliser une struct avec autant de paramètres qu'il y a dans le contexte d'exécution de notre struct, et puis une fonction pour l'appeler. Dans un certain nombre de cas, les compilateurs Java font quelque chose de très semblable à ça. Alors, la mir, à quoi ça ressemble? Je vous ai dit que c'était pas comme la here, que c'était pas une structure, un abstract syntax tree. Mais pourtant, c'est une structure arborescente. Quelle différence? La différence, c'est que c'est un graphe de contrôle de flux. C'est-à-dire que si votre code source représente, l'AST va représenter la structure de votre code source, la mir va représenter les chemins d'exécution possibles de votre code. Chacun des blocs va être constitué d'un certain nombre d'instructions, et les instructions ne peuvent avoir qu'un seul successeur. Néanmoins, un de ces successeurs peut être un terminateur,
qui, lui, peut avoir plusieurs successeurs. Et pour passer d'un terminateur à un autre bloc de base, on fait un goto. Donc on a un truc vraiment purement impératif, bête et méchant, dans un certain nombre de séries d'instructions, avec des goto pour passer à d'autres blocs et faire des jumps. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire des trucs qui sont vraiment casse-pieds à faire en here, je l'ai dit tout à l'heure, à commencer par l'élaboration des libérations. Quand on code en Rust, on se pose la question de quelle structure de données je vais utiliser, qu'est-ce que je vais mettre dedans. Potentiellement, on peut se poser la question de la taille, mais généralement pas trop. Mais surtout, on se pose jamais la question, enfin, pas directement, on n'indique pas au compilateur quand est-ce qu'on va faire la libération. Parce qu'elle est faite de façon automatique à la perte de visibilité de la donnée, enfin de la variable qui porte la donnée. Donc, toutes les instructions de libération de la mémoire, il faut bien les générer quelque part à un moment donné. C'est là que ça se passe. Sauf que c'est pas aussi simple que de se dire je regarde la visibilité de la variable qui porte la donnée, et puis une fois qu'elle est plus visible, on supprime. Dans le petit bout de code que je vous ai mis là, en fait, environ une fois sur deux, la mémoire, il ne faut pas la libérer au même endroit. Environ une fois sur deux, il faut libérer la mémoire à la fin de la dernière accolade, et puis environ une fois sur deux, il ne faut surtout pas le faire. Donc l'élaborateur de libération, c'est son boulot de gérer ce genre de choses qui va être en fait connu qu'au runtime, alors que d'une façon générale, le cas va être connu à la compilation. Et puis ensuite, on va passer alors à mon cauchemar, le borrow checker. C'est principalement pour lui que la mire a été créée. En fait, quand ils ont créé la mire et qu'ils ont réimplémenté le borrow checker en utilisant la mire, ils ont corrigé une liste, je crois, d'une vingtaine de bugs dans le compilateur. Juste parce que la structure de données était bien plus adaptée. Donc, comme la mire, c'est une représentation de flux de traitement, le travail du borrow checker est vachement facilité. Il va pouvoir vérifier que on initialise bien les variables avant de les utiliser, qu'on ne les déplace pas la valeur plusieurs fois, qu'on ne déplace pas une valeur pendant qu'elle est empruntée, qu'on n'accède pas une valeur pendant qu'elle est empruntée de façon mutable, et qu'on ne modifie pas une valeur pendant qu'elle est empruntée. Alors comment ça se passe ça? En fait, au travers de notre CFG, il va, control flow graph, il va repérer les endroits où il y a des allocations de mémoire qui sont faites, et puis il va les marquer à la culotte dans toute leur durée de vie, jusqu'au moment où elles sont libérées. Et si on zoome un peu sur un des blocs, on peut considérer qu'un trait vers la gauche, c'est le déplacement de la valeur qui a été allouée vers une autre variable. Et il se trouve que là, elle est détruite juste après. Et il va pouvoir aussi repérer tous les endroits où il y a des références qui sont construites. Et là, en l'occurrence, c'est que des références en lecture seule. Alors pour la première, celle qui est le plus en haut, ça se passe très très bien, puisque cette référence, elle meurt avant que la valeur qu'elle référence meure aussi, ou soit déplacée en l'occurrence. Par contre, pour la deuxième, en fait, elle survit, alors que la valeur a été déplacée. Et là, le borrow checker va nous dire « T'es gentil, mais tu essaies d'utiliser quelque chose qui a été déplacé. » Et puis après, une fois que ça c'est fait, félicitations, vous pouvez vous applaudir. Bravo. Non, vraiment, bravo. Bravo. Votre programme est valide. C'est cool. On a passé toutes les étapes. Donc on va pouvoir commencer à faire des trucs rigolos. Des optimisations. Alors, j'en ai choisi quelques-unes, parmi celles que j'ai trouvées. Je les ai classées dans l'ordre du... Ah ouais, ok. Oh. Ah ouais. Ok. Donc, première catégorie, la fusion des goto. Quand on a un CFG qui ressemble à ça, on a des blocs de base qui font juste des goto successifs sans intérêt particulier. Bon, vous le voyez venir, hein. On dégage. Facile. Presque aussi facile, on a des fois des blocs goto des goto qui envoient vers un bloc qui fait
rien. Tada! Un peu plus malin, on peut se retrouver avec un bloc avec une instruction X qui fait appel à un autre bloc qui contient une instruction A, une instruction B, et puis ensuite plus rien. Et à côté, un bloc avec une instruction Y qui fait appel à un bloc qui a une instruction A, une instruction B, et ensuite plus rien. Il est capable de détecter qu'il y a des blocs qui sont identiques, et donc de faire en sorte que les goto pointent au même endroit et qu'il y a un bloc qui dégage. Ça, c'est cool, ça. Un petit cran au-dessus. Null Pointer Optimization. Alors, en Rust, sauf si vous commencez à faire de l'unsafe et à manipuler des pointeurs raw, vous n'avez pas de pointeur nul. C'est pas possible. Et donc là, si jamais j'ai une option, soit j'ai somme d'un pointeur qui est valide, soit j'ai none. C'est un peu dommage, et c'est toi que je regarde Java, de ne pas supprimer l'option pour se dire, mais en fait, puisque mon none, enfin mon somme, il est forcément valide, je peux conserver un seul pointeur et dire, bah, si jamais j'ai un none, je vais utiliser un pointeur nul. Donc si en admettant que le étoile c'est un pointeur nul, en fait le compilateur il va vous enlever votre option et il va considérer que votre x là, si c'est une référence valide, bah, il va l'utiliser, mais si c'est nul, techniquement n'importe quelle référence non valide, il pourrait utiliser un truc qui n'est pas aligné, bref, si c'est une référence nulle, eh ben c'est le cas non. Et donc il fait cette optimisation et donc les options disparaissent complètement du code qui est produit. Je crachais sur Java tout à l'heure. J'aime bien Java. Hein. Non, mais au-delà de ça, il y a une JVM, je crois qu'il y a Zool qui fait cette optimisation-là, mais les autres pas à ma connaissance. Bref, il fait un autre truc qui est cool et qui va plaire aux DDDistes. On aime bien typer les choses quand on fait du DDD. Et donc, fatalement, on va créer des structures qui, souvent, vont contenir juste un machin, qui est un type plus simple, pour pouvoir y adjoindre du comportement, être sûr qu'on ne mélange pas des torchons et des serviettes. Sauf que ça a un coût d'un point de vue de l'empreinte mémoire et des redirections de pointeurs, etc. Sauf que ça apporte rien. Techniquement, une fois qu'on a fait toutes nos vérifications de syntaxe et de typage, ça sert plus à rien ce truc-là. Donc ce que fait le compilateur, c'est qu'il s'en aperçoit qu'il n'y a qu'un seul élément dans votre struct, et dégage la structure, et il l'utilise comme si vous l'aviez fait à l'arrache, sans typage par-dessus. Ça, c'est cool. Allez, une dernière pour la route, avec un nom barbare. Qui connaît la monomorphisation? Oh, j'ai réussi à le dire du premier coup. Personne? Ah, c'est cool. Alors, quand vous avez des fonctions avec des types génériques. En l'occurrence, là, ma fonction cloneSlice, elle a un type paramétrique qui est t et qui attend quelque chose qui implémente le trait clone. Et qu'un peu plus loin, j'essaye d'utiliser cette fonction cloneSlice avec d'abord un vec de esize et puis ensuite un vec de refduster. J'ai deux possibilités. Celle qu'a choisi Rust, c'est de se dire, en fait, ma fonction cloneSlice, pour enlever la généricité, je vais en créer deux variantes. Alors le nom exact, ça va pas être ça, parce qu'il risquerait d'y avoir des conflits. Mais une variante spécialisée esize, parce que j'appelle ma fonction avec des esize à un endroit, et une variante avec des refduster, parce que j'appelle cette fonction avec un tableau de refduster à un autre endroit. D'un point de vue exécution, ça veut dire qu'on a du code qui, à la compilation, sait déjà par où il va passer. La contrepartie, c'est qu'on a potentiellement une empreinte mémoire qui est un peu augmentée. Je ne suis pas allé vérifier s'il y avait une optimisation qui était faite un peu dans le genre de celle-ci, pour redédupliquer des trucs qui iraient pas. Mais on va le voir, ça c'est fait juste après l'étape. Enfin, juste avant l'étape d'après, donc ça ne marchera pas. Bref, peut-être qu'après ça se fait. Java, lui, va plutôt s'appuyer sur du dynamic dispatch. Alors déjà parce qu'il y a de l'effacement de type, qui fait que quand ça s'exécute, on n'a plus le type qui est en dessous. Et on a
il va devoir en fait déterminer au moment de l'exécution, est-ce que la liste que j'ai entre les mains, c'est une array list, une linked list ou autre, et se dire, ok, c'est une array list, donc la fonction, elle est là. Donc ça, il va devoir le faire à l'exécution. L'empreinte mémoire est plus faible, par contre, le contre-coup, c'est à l'exécution. Après, la JVM a tout le loisir, je ne sais pas si elle le fait, d'optimiser le code qui est souvent appelé là-dessus pour potentiellement avoir du code qui est directement spécialisé. Alors, est-ce qu'on peut voir la mire? Alors, techniquement, non, mais presque. Ça va se passer comment? En fait, on peut lui demander de nous générer la mire, sauf que ce qu'il va nous mettre, c'est un message de warning. Attention, ce format de sortie est à l'intention d'utilisateurs humains seulement et peut changer sans le moindre avertissement. Faites-vous plaisir. En fait, il va nous le présenter. Il va essayer de reconstituer un petit peu le format de notre code source d'origine, ce qui est incohérent avec le fait que c'est un graphe de contrôle de flux, d'où le... on ne peut pas. Et il va y mettre dedans des BB0, BB1, BB2, BB3. BB comme base block, bloc de base. Bravo. T'as gagné un point, un bon élève. Et donc on va retrouver... Tac. On va retrouver, par exemple, dans notre fonction main, les blocs de base qui servent à aller traiter le cas du parsing error, notre switch int qui permet de traiter notre result, de parseargs dans le cas où c'est un cas OK ou dans le cas où c'est un cas error. En fait, on ne va pas aller brancher sur le même bloc de base, etc. Il y a une autre représentation, plus proche et plus graphique, qu'on verra tout à l'heure. Alors, si on résume un peu, on avait notre High-Level Internal Representation qu'on a combiné avec notre table de type et nos tables d'implémentation des traits pour passer au travers du réducteur de here pour avoir notre mir. On a élaboré les libérations, ce qui nous a donné un mir complet, qu'on a passé au travers du borrow checker, qui nous a donné son blanc-seing. On a pu faire tout un tas d'optimisations, et on obtient un mir simplifié. Bon, s'il y a une représentation interne de niveau intermédiaire, c'est qu'il y a une représentation interne. Sérieusement? Ben non. De LLVM, parce que je vous ai presque menti. Je vous ai laissé entendre que le compilateur Rust produisait des binaires. Mais en fait, c'est faux. C'est pas lui qui le fait, c'est une compilation d'outils qui s'appelle LLVM. Et donc, l'entrée de LLVM, ce qui va manger en entrée, c'est du LLVM hier. Surprenamment, on dirait que c'est fait exprès, le LLVM hier ressemble beaucoup au mir. Ce qui fait que la traduction, elle est assez simple. Et quand je parlais tout à l'heure de monomorphisation, etc., en fait, en réalité, c'est au moment de la traduction en LLVM hier qu'est faite cette monomorphisation. Bref. Une fois qu'on a cette LLVM hier, on le donne à manger aux outils de LLVM qui va pouvoir commencer à faire un paquet d'optimisations, et notamment des optimisations générales, donc indépendantes, comme on l'a fait jusqu'ici avec le compilateur Rust, mais aussi des optimisations spécifiques à l'architecture matérielle qui est ciblée par la compilation. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire qu'on va profiter d'optimisations qui ont été faites pour tout le monde, sans avoir à s'embêter à les implémenter nous-mêmes. Une fois que ça c'est fait, il va y avoir une partie de génération de code, où on va se retrouver avec du code. Alors j'ai mis ASM, mais en réalité c'est du binaire. Et on va pouvoir faire de l'édition de liens pour pouvoir assembler le code de bibliothèque tierce et d'autres bouts de ce qu'on avait ensemble pour obtenir au final notre exécutable. Est-ce qu'on peut voir le code? Bien sûr. Alors ce coup-ci, je vais vous proposer d'utiliser un outil qui s'appelle Compiler Explorer, que vous voyez lorsque je changeais d'écran, et qui permet de jeter un œil. Alors j'ai dû faire des copier-coller un peu avec un petit peu de modif, typiquement en ajoutant ces directives-là, pour y mettre le code Rust à gauche et puis l'équivalent assembleur à droite.
Donc avec un petit peu de coloration qui fait que en fait on a les blocs d'assembleurs qui correspondent aux différentes qui sont surlignés pour correspondre à ce qu'on fait à gauche et à droite. Donc ça c'est marrant. Encore plus marrant, c'est d'aller voir une vraie représentation du CFG. Notre mire en fait, elle ressemble un peu à ça. Donc on a notre main et on voit notre appel à la fonction parseArgs qui est ici. Tac. Et puis ensuite, on va aller traiter, là ça va être le cas en erreur, voilà, notre cas de parseInterRor d'un côté, et puis de l'autre, hop, le cas où ça s'est bien passé, où on va ensuite aller faire l'appel à la fonction types, pour aller afficher tout ce petit monde. Voilà. Donc c'est bien sympa, Compiler Explorer, pour se prendre une petite dose de... C'est bien, je ne sais pas faire tout ça. Bref, alors... Pour résumer, on avait un mire simplifié en entrée, qu'on a passé au travers d'un traducteur, parce que grosso modo c'est ça, hein, vers le LLVM hier, qui ensuite on passe la main à LLVM, qui va faire un travail d'optimisation, de génération de code et d'édition de liens, pour obtenir au final notre exécutable. Pour aller plus loin, je me suis dit, quand j'ai commencé à creuser, à me poser des questions sur comment fonctionne le compilateur, notamment parce que je voulais en savoir un peu plus sur comment fonctionne le borrow checker, parce que j'en avais marre de me prendre des roustes, je me suis dit, il y a peut-être une doc quelque part. Mais c'est du Rust. Forcément, il y a de la doc. Puis forcément, elle est quali. Blague à part, je suis tombé en fait sur la documentation des développeurs de Rust, qui documentent comment fonctionne le compilateur. Alors, il y a quand même quelques endroits où il y a des to-do, ou des... bon, ça, c'est plus à jour. Mais dans 95% du temps, c'était vraiment nickel. J'ai pu creuser les différents éléments qui m'intéressaient, me faire une idée bien des responsabilités entre l'AST, la HERE, la MIR, et puis le passage ensuite en LLVM-IR. C'est là que j'ai appris qu'il y a d'autres compilateurs qui peuvent fonctionner avec l'LVM, notamment GCC. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Bref. Vraiment, je vous recommande d'aller parser cette documentation. Elle est cool. Il y a plein de concepts supplémentaires qui sont vraiment intéressants. Et c'est un peu comme tout le monde est capable d'utiliser un frigo, mais c'est quand on a une petite idée de comment fonctionne un cycle de réfrigération qu'on sait comment les erreurs à pas faire et débunker des trucs à base de ouvrir la porte du frigo pour refroidir une pièce. Ça marche pas. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. C'est pas garanti. Dans tous les cas, je serais ravi d'avoir vos retours sur Open Feedback. Ça prend 10 secondes si vous êtes expéditif, 1 minute si vous me donnez un truc un peu plus détaillé. Merci. Vous êtes si timide que ça ou c'était si clair? Je n'ose envisager la troisième possibilité et que je vous ai endormi. Ouais. Non, bah je vais pas insister, hein, tant pis pour vous. Merci encore.